J'étais là, au milieu d'un monde auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. Moi, c'est Hugo Dubois, 28 ans, un simple préparateur de commandes sur une plateforme logistique près de Marseille. Ce jour aurait dû être celui de mon mariage. Ce palace 5 étoiles de la Croisette à Cannes était si éblouissant qu'il m'ôtait le souffle. Des lustres en cristal scintillaient comme des milliers d'étoiles tombées du plafond, projetant leur lumière sur plus de 500 invités. Des magnates de l'industrie, des politiciens et toute l'élite de la haute société. Ils riaient, bavardaient bruyamment, faisaient teinter leurs coupes de champagne en parlant d'action, de yachts et de vacances aux Caraïbes. Je portais un smoking fait sur mesure, forçant un sourire sur mon visage. Mais à l'intérieur, j'étais un nœud de nerfs. C'était mon mariage avec Clémence Leclerc, la fille de l'une des familles les plus fortunées du pays. Et je savais pertinemment que je n'étais qu'un type ordinaire qui avait, on ne sait comment, atterri dans leur univers. Mon cœur battait la chamade, tandis que je balayais la foule du regard, cherchant un visage familier au milieu de cette mer d'inconnus. Et puis, je l'ai vu. Mon père, Philippe Dubois, 61 ans, entrant par une porte de service latérale. Il portait le même vieux costume que je me souvenais l'avoir vu acheter il y a plus de 10 ans. Ses mocassins en cuir usé étaient craquelés et éraflés, sa silhouette mince légèrement courbée, comme s'il essayait de se faire tout petit. Il se tenait tranquillement dans un coin éloigné, près de la sortie de secours, comme s'il craignait de déranger qui que ce soit. Son visage était buriné par des années de dur labeur à la ferme dans le Luberon, mais ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et d'anxiété. Mon père m'avait élevé seul, après le décès de maman. Il s'était tué à la tâche sur notre petite exploitation agricole pour que je puisse avoir une éducation décente. Il ne s'était jamais plaint. Mais aujourd'hui, au milieu de tout ce luxe, il avait l'air d'être à une place désespérément incongrue. Ma gorge s'est serrée, sèche et douloureuse. Une vague d'amour et de chagrin m'a submergé. J'ai voulu courir vers lui à l'instant même et l'installer correctement sur un siège dans la section réservée à la famille. Papa, pourquoi restes-tu seul là-bas? Ai-je pensé, le cœur tordu. Il avait tant sacrifié pour moi. Il méritait le respect. Mais avant que je puisse bouger, les gens ont commencé à le remarquer. Des murmures ont parcouru la foule, comme un courant sous-jacent. Un groupe de femmes en robe de soirée scintillante s'est retourné pour regarder, affichant un sourire moqueur. « C'est qui celui-là? On dirait qu'il sort tout droit d'une ferme », murmura l'une d'elles, assez fort pour que je l'entende. Des doigts pointaient, des yeux le jugeaient comme s'il était un objet étrange qui s'était égaré dans leur soirée mondaine. J'ai senti le sang monter à mon visage, brûlant. Il se moquait de mon père, l'homme qui m'avait appris ce qu'était la décence. Mon futur beau-père, Gauthier Leclerc, président du colossal le groupe Leclerc, se tenait non loin de là. Il a jeté un regard à mon père avec un dédain manifeste, comme s'il regardait un insecte. Puis il s'est détourné, secouant la tête avec agacement, et a repris sa conversation avec un sénateur, comme si de rien n'était. J'ai serré les poings, combattant la colère qui montait en moi. Gauthier n'avait jamais approuvé ce mariage. Il m'avait toujours considéré comme inférieur, tout juste bon à faire des courses. Ma future belle-mère, Isabelle Leclerc, 54 ans, se tenait au milieu de son cercle de mondaines paré de colliers de diamants. Elle a esquissé un sourire pincé et condescendant et a dit de sa voix aiguë: « Mes futurs beaux-parents sont un peu trop modestes, n'est-ce pas? Je me demande s'il est à l'aise dans un endroit pareil. » Le groupe a éclaté de rires vifs et cinglants qui m'ont transpercé le cœur. Isabelle a toujours fait semblant d'être polie, mais je savais exactement ce qu'elle pensait de ma famille. Des gens de basse extraction qui n'avaient pas leur place dans la lignée Leclerc. Ma poitrine s'est oppressée de colère et d'humiliation au nom de mon père. J'ai commencé à marcher vers lui, décidé à le faire venir dans la zone familiale. Mais Clémence, ma fiancée, m'a agrippé le bras avec force. « Arrête tout de suite », a-t-elle sifflé. « Laisse juste ton père se tenir là. Ne fais pas de scène. Aujourd'hui est censé être notre jour. » Je l'ai regardée. Elle était magnifique dans sa robe de mariée blanche, mais ses yeux étaient froids, sans une once d'empathie. J'avais aimé Clémence pour sa force, pour les moments que nous avions partagés dans la joie
et la difficulté quand nous n'étions que des étudiants à la faculté d'Aix-en-Provence. Mais maintenant, elle semblait complètement transformée, totalement absorbée par le monde de sa famille. De l'autre côté de la salle, mon père a croisé mon regard et a fait un léger signe de tête, triste mais résigné. C'était comme s'il disait « C'est bon, mon fils, ne fais pas d'histoires à cause de moi ». Il a forcé un faible sourire, essayant de cacher sa peine. Ma gorge s'est nouée. Les larmes menacèrent de couler. Mon père avait tant enduré. Et maintenant, il ravalait encore sa fierté pour moi. La cérémonie a continué dans le grand salon. Quand est arrivé le moment des grandes photos de famille, j'ai insisté pour faire monter mon père sur l'estrade. « Papa, viens te mettre à côté de moi », ai-je dit, la voix tremblante. Il s'est avancé, ses vieilles chaussures grinçant sur le parquet. La famille de la mariée a affiché son malaise, reculant comme s'il portait une maladie. Le jeune frère de Clémence, Maxime Dufour, un gosse gâté et arrogant, a ricané bruyamment. « C'est ça, un père ? On dirait un clochard. Il monte comme un mendiant. » Tout le groupe a éclaté de rire. Certains ont même tapoté Maxime dans le dos. Clémence a ri aussi, sans jamais regarder papa, sans essayer d'arrêter ça. J'ai vu mon père figé, les yeux rougis, forçant un sourire, s'accrochant au dernier lambeau de sa dignité. Quelque chose a cédé en moi. Une rage a explosé. J'ai jeté le bouquet au sol. « J'annule le mariage !» ai-je hurlé. La salle est tombée dans un silence de mort, puis a basculé dans le chaos. Tous les regards fixés sur moi. Je respirais difficilement, mais sans regret. C'était ma limite. La famille Dufour a explosé. Chaises raclées, cris et hurlements. Clémence est devenue livide, puis cramoisie. Elle s'est tournée vers moi et m'a giflé violemment. La claque a résonné. « Es-tu fou, Hugo ?» a-t-elle hurlé. « Tu oses annuler notre mariage devant tout le monde ? Qui te prends-tu pour être ?» Des larmes d'humiliation coulaient sur son visage. Je n'ai pas répondu. Clémence ressemblait maintenant à une étrangère. Édouard s'est retourné, le visage pourpre. « Hugo Moreau, excuse-toi immédiatement. Tu oses humilier ma famille devant 500 invités ?» Isabelle s'est avancée, la voix glaciale et venimeuse. « Une petite frappe comme toi a le culot d'annuler le mariage ? Ridicule ! Si quelqu'un a le droit, c'est ma fille, pas un sans le sou en smoking de location. » Quelques invités hochèrent la tête. Le sang bouillait dans mes veines. Maxime et sa bande se sont précipités. « Mets-toi à genoux et excuse-toi, enfoiré ! Qui crois-tu être, le gars de l'entrepôt ?» L'atmosphère était électrique. J'étais debout, imperturbable, mes yeux balayant froidement chaque visage. Mon cœur battait, mais je n'avais pas peur. Papa s'est approché, le visage pâle. Il m'a pris la main, tremblante. « Mon fils, je suis désolé. Ma présence, ça a empiré les choses. Ne ruine pas ton avenir à cause de moi. » Je l'ai regardé et n'ai vu que sacrifice. Des années de travail, m'élevant seul. Ma poitrine s'est serrée. « Papa, je sais ce que je dois faire, » ai-je murmuré. Je me suis tourné vers les Dufour, ma rage éclatant. « Vous pouvez m'insulter, me traiter comme une ordure, j'accepte tout, mais mon père est la ligne que vous ne franchissez pas. » Ma voix a tonné. La foule s'est figée. Clémence a couvert sa bouche. Édouard était raide, le visage cendré. Isabelle a reculé. Maxime était sans voix. Ce mariage est terminé, ici et maintenant. Je n'échangerai jamais le respect pour mon père contre votre prestige bon marché. La salle a éclaté de murmures choqués et de quelques regards de respect. Tu n'as rien fait de mal, papa. Tu es le meilleur homme du monde. J'ai pris sa main et l'ai conduit hors de l'estrade. Nous avons marché dans l'allée. Derrière nous, la fureur des Dufour explosait. Clémence sanglotait, Édouard hurlait, Isabelle criait. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes sortis dans la fraîcheur de la nuit normande. À ce moment, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. « Mon fils, es-tu sûr ?» a demandé papa doucement. J'ai hoché la tête et souri. « Je suis sûr, papa, et je ne le regrette pas. » Nous sommes montés dans ma vieille voiture. Le moteur a démarré et nous nous sommes éloignés, laissant l'épave de ce mariage brisé. J'ai conduit toute la nuit sur l'autoroute A13. Silence lourd, juste le grondement du moteur. Papa était assis, tête contre la vitre,
épaules affaissées. Ses yeux fixaient l'obscurité, remplis de gratitude et d'inquiétude. Mon cœur battait encore. J'avais annulé le mariage, abandonné un avenir que j'avais cru être mon rêve. Pourtant, je me sentais soulagé. C'était le bon choix. Les images repassaient. Papa debout seul, les rires moqueurs, la gifle. Elle me ramenait au début avec Clémence. Notre amour avait commencé magnifiquement. Je me souviens du campus de l'université de Caen. Elle m'était rentrée dedans. À l'époque, j'étais un étudiant fauché, travaillant la nuit dans un entrepôt. Clémence, fille riche, cheveux dorés, sourire radieux. Oh mon Dieu, désolé. Ça va? Elle a ri, puis m'a vraiment regardé. Ce fut le début. Tu es différent des types arrogants d'ici, m'avait-elle dit lors de notre premier rendez-vous sur la plage. Je lui ai parlé de papa, de notre vie simple. Elle écoutait, les yeux brillants. Avec toi, j'ai l'impression d'être moi-même, disait-elle. Notre amour grandissait. Mais dès que j'ai mis le pied dans son monde, tout a changé. Les Dufour ne m'ont jamais accepté. J'étais inférieur, pas digne de leur nom. Pour eux, j'étais temporaire. Ma première visite dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement. Piscine, jardin, tout criait l'argent. Édouard m'avait salué froidement. Après le dîner, il m'avait appelé sur le balcon. « Qu'est-ce que tu penses offrir à ma fille? Clémence mérite mieux. Tu es temporaire. » Ces mots m'avaient blessé profondément. Chaque rencontre était pareille. Isabelle était plus subtile, mais tout aussi cruelle. « Hugo, cette tenue est très décontractée. Laisse-moi te présenter le notaire de la famille. » Ou un préparateur de commandes. Intéressant. Mais Clémence a besoin de vraies ambitions. Elle insinuait que j'étais un chasseur de dot. J'ai enduré pour Clémence. Ils m'ont même fait signer un contrat de mariage blindé. Je n'aurais droit à rien. C'était humiliant. « C'est standard, Hugo, » avait dit Clémence en évitant mon regard. « Signe. Prouve que tu l'aimes pour elle-même, » avait ordonné Édouard. J'ai signé, pensant que l'amour valait la peine. Maintenant, je réalisais que c'était une erreur. Ils ne m'ont jamais fait confiance. Clémence était confiante, certaine de pouvoir me modeler. Tu as juste besoin de changer un peu. Mieux t'habiller, parler avec aisance. Je vais t'aider. Elle m'entraînait dans des soirées, m'apprenait les codes. Mais je sentais que je disparaissais. Elle n'avait jamais imaginé que j'avais des limites, que papa était intouchable. Derrière le volant, je ne ressentais aucun regret. Annuler le mariage signifiait perdre la richesse, mais garder mon respect et mon amour pour papa. C'est ce qui comptait. Je jetai un coup d'œil à papa. Il ne parlait pas, mais son regard disait tout. « Merci, mon fils. » Une chaleur envahissait ma poitrine. La voiture a filé dans la nuit vers la Normandie. De petites maisons sont apparues sous le clair de lune. Je me souvenais de la dernière visite quand papa m'avait demandé « Es-tu heureux ?» J'avais hoché la tête alors. Mais maintenant, je savais ce qu'était le vrai bonheur. Pas les hôtels particuliers. C'était cet instant à côté de papa, libéré des chaînes. La voiture s'est arrêtée devant la petite maison familière. Une vieille ferme normande, toit de tuiles, clôture délavée, potager soigné. Une lumière chaude filtrait par les fenêtres. J'ai coupé le moteur. L'air frais portait l'odeur de terre humide. Nous sommes entrés. Tout était comme toujours. Sol en tomates patiné, canapé usé, cheminée rougeoyante. Les bûches crépitaient. Nous nous sommes assis devant le feu. Sa chaleur ne chassait pas la lourdeur. Mon cœur battait encore. J'ai baissé la tête. « Papa, je suis désolé de t'avoir entraîné dans cette humiliation, mais je ne le regrette pas. Je préfère tout perdre plutôt que de les laisser t'atteindre. » Papa m'a regardé, ses vieux yeux brillants. Il a posé sa main sur mon épaule. « Mon fils, je suis fier de toi. Au milieu de ces gens, tu t'es levé pour moi. Tu as prouvé que tu étais un homme, un vrai. » Mais j'ai vu autre chose dans ses yeux. Une profondeur tranquille, comme s'il cachait un secret, attendant ce moment pour le révéler. Il a poussé un long soupir, comme s'il relâchait un fardeau porté pendant des décennies. Il m'a regardé droit dans les yeux, soudain sérieux. « Hugo, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le simple agriculteur que tout le monde pense. En réalité, je suis milliardaire. »
J'ai figé. Mes oreilles ont sifflé. Un milliardaire! Mon père, aux vieux costumes et chaussures usées, était milliardaire. J'ai cru que le choc l'avait affecté. J'ai forcé un sourire. Papa, tu es fatigué, repose-toi. Mais papa a souri, imperturbable. Il est entré dans sa chambre. Tiroir ouvert, papier bruissant. Puis il est revenu avec une épaisse pile de documents. Un lourd dossier en cuir noir. Je veux que tu vois ça. Toujours sceptique, je l'ai ouvert d'une main tremblante. Un certificat d'action valant des millions. J'ai tourné les pages. Rapports d'investissements internationaux. Relevés bancaires à 9 chiffres. Titres de propriété. Villa. Appartement à Paris. Une île dans les Caraïbes. Chaque document portait le nom Michel Moreau. Mes mains tremblaient. J'étais stupéfait. Papa, qu'est-ce que c'est? Comment? Papa a observé ma réaction, souriant doucement. Alors, tu ne penses plus que ton vieux père est juste un fou? Mon père, un milliardaire. Ma tête tournait. Il m'a fait signe de me calmer, puis a posé une main ferme sur mon épaule. Assieds-toi, mon fils. Je vais tout te raconter. À propos de ta mère, du véritable héritage et pourquoi j'ai dû le cacher. Mon cœur battait la chamade. J'avais cru tout savoir de papa. Maintenant, tout était bouleversé. Papa, raconte-moi. Il a fixé le feu, la voix lente et riche en émotions. Tout a commencé quand ta mère est décédée. Tu n'avais que 3 ans, Hugo. Élise est morte dans un accident de voiture un après-midi pluvieux. Ses yeux s'embuaient. Mes souvenirs de maman sont vagues. Une femme douce qui me chantait. J'étais anéanti. Mais ensuite, je t'ai regardé, pleurant ta maman, et j'ai su que je devais continuer. Je t'ai élevé seul. Je ne me suis jamais remarié par peur que tu manques d'amour. Mon cœur s'est serré. Je n'avais jamais su sa souffrance. Ta mère nous a laissé un héritage de ses parents. Tes grands-parents possédaient un atelier à Rouen. Ils ont laissé plusieurs centaines de milliers d'euros, des actions, des biens immobiliers. Après sa mort, j'ai reçu cet héritage et décidé de le faire fructifier. C'était le dernier cadeau de ta mère. Nous avions toujours vécu chichement. Je n'aurais jamais imaginé. Qu'as-tu fait de l'argent? Papa a soupiré. J'ai appris à investir, mon fils. Je suis allé à la médiathèque, j'ai emprunté des livres de finances, étudié chaque soir. J'ai acheté des actions technologiques quand personne n'y croyait. Apple, Microsoft à leur début. Des terres agricoles bon marché que personne ne voulait. Des fonds d'amorçage dans des start-up. C'était un pari. Ses yeux brillaient. Je l'imaginais sous sa vieille lampe. Parfois, j'ai réalisé d'énormes gains. Quand les actions tech ont explosé dans les années 2000, mon compte est passé de centaines de milliers à des millions en quelques mois. Mais en 2008, j'ai perdu énormément. Beaucoup ont paniqué, mais j'ai tenu bon. Je me suis souvenu des paroles de ta mère. L'argent va et vient, Philippe, mais le caractère reste. J'ai réinvesti au prix bas. Ça a marché. Ce que je possède n'est pas de la chance, c'est de la stratégie et de la discipline. Je voulais que tu apprennes la valeur du travail, l'honnêteté, pour que tu ne deviennes jamais un gosse gâté comme les Dufour. Mais pourquoi vivre ici, papa? La simplicité est la meilleure protection. Rester ici m'a rendu invisible. Personne ne suspecterait un agriculteur normand. Je gérais tout via des sociétés écrans au Luxembourg et aux Caraïbes. Et tout ça, Hugo, a été fait pour toi. Tu es mon unique héritier. Les milliards t'appartiennent. J'ai géré en attendant que tu sois assez fort. Aujourd'hui, en te voyant te lever pour moi, j'ai su que tu étais prêt. J'ai sangloté, mes larmes coulant enfin. Tout le sacrifice de papa. Je lui ai pris la main. Mais les Dufour, comment? Le groupe Dufour, a-t-il dit avec un sourire froid. Leur empire était en difficulté. Mauvaise gestion, surtout Édouard. Investissement risqué, perte masquée. J'ai commencé à racheter des actions il y a 2 ans via mon fonds anonyme. Chaque fois que leurs actions baissaient, j'en prenais plus. Quand tu t'es fiancé, j'ai accéléré. J'ai 49% et j'en ai acheté 2% supplémentaires hier. J'ai attendu que le mariage soit le point culminant pour frapper. Papa était le maître d'œuvre de leur effondrement. Je veux que tu mettes fin à ça, Hugo. Tu vas te présenter à l'Assemblée des actionnaires demain matin.
Tu vas prendre ta place de propriétaire. La semaine suivante fut un tourbillon. Nous nous sommes installés dans un des appartements de papa à Paris. Minutes passées à éplucher documents, contacter avocats et experts comptables. J'ai appris l'ampleur de mon empire. De préparateur de commandes à héritier d'un fonds international. C'était vertigineux, mais j'étais calme. Papa était mon ancre. Le jour de l'Assemblée générale du groupe Dufour est arrivé. La salle était bondée. Journalistes des Échos, du Figaro, de BFM Business. Partenaires au premier rang, visages tendus. Nous attendions dans une pièce latérale. Édouard est apparu, visage crispé, cerne sous les yeux. Il tentait de maintenir son autorité, mais ses mains tremblaient. Isabelle suivait, chignon haut, collier de diamants, épuisée. Clémence traînait, tête baissée. Maxime a surgi, visage tordu de rage. La réunion a commencé. Édouard bégayait sur une crise temporaire. Puis la secrétaire s'est avancée. Le fonds d'investissement anonyme, actionnaire majoritaire, nous a informé que son représentant assistera personnellement. Murmure. Qui est-ce? Un milliardaire secret? J'ai pris la main de papa. C'est notre moment. Nous avons marché vers la scène. Explosion de surprise. Isabelle. Qu'est-ce qu'ils font ici? Maxime s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que ces petites frappes font ici? C'est une assemblée, pas votre entrepôt. Édouard a ordonné froidement à la sécurité, faites sortir ces inutiles. Je suis resté immobile. La secrétaire a déclaré au micro, Monsieur Hugo Moreau et Monsieur Michel Moreau sont les représentants légaux du fonds anonyme, actionnaire majoritaire détenant 51% du groupe Dufour. Silence de mort. Puis explosion de halètement. Flash d'appareil. Les actionnaires réalisaient que les gens ridiculisés au mariage étaient leurs nouveaux propriétaires. C'est le père et le fils du mariage? Mon Dieu! Édouard est devenu livide. Impossible, c'est une fraude. Je vais vous poursuivre. J'ai pris le micro, voix calme et ferme. J'ai exposé la mauvaise gestion, les pertes cachées, les fonds noirs, annonçant mon plan de sauvetage. Applaudissements retentissants. J'ai été élu président par intérim. Nous sommes sortis sous une tempête de flash. Nouveau propriétaire incontesté de l'Empire qui nous avait humiliés. Les semaines suivantes, j'ai mis en œuvre mon plan. L'entreprise avait de solides fondations dans l'immobilier et la tech, mais minées par corruption. Audit complet. Nuit tardive. Ce projet gaspille de l'argent. Coupez-le. J'ai éliminé les projets de vanité. Préservé les divisions viables. J'ai rendu public les résultats de l'audit. Conférence de presse, transparence totale. L'action s'est stabilisée. Le marché a commencé à me respecter, moi, l'ancien préparateur devenu visage de l'intégrité. Papa et moi avons renommé l'entreprise Moreau & Fils, hommage au sacrifice d'une vie. Après, nous avons emménagé dans une villa au bord d'un lac, une de ses propriétés dans la campagne française. Pour la première fois, nous avions la paix. Matin de pêche, après-midi sur les rapports, soir près de la cheminée à parler expansion et investissement vert. J'ai aménagé un bureau pour papa, la salle du conseiller. Merci, papa. Tu m'as appris que même quand le monde te tourne le dos, on reste debout sur nos valeurs. Il m'a serré dans ses bras, voix tremblante. Mon fils, c'est moi qui ai de la chance. Ces moments me remplissaient de bonheur tranquille. La vie n'était plus une bataille, c'était la paix gagnée. Un après-midi paisible sur le balcon, le portail s'est ouvert en grinçant. Mon cœur s'est serré. Clémence était là, visage émacié, cheveux ébouriffés, yeux rougis, fantôme du passé. Je suis sorti, calme, face à une étrangère familière. Elle s'est effondrée, larmes coulant. Hugo, j'ai tout perdu. Réputation, amis, statut, tout. Ma famille est détruite. Papa risque la prison. Maman ne sort plus. Et moi, ce moment me hante. Quand j'ai ri de ton père, je ne sais pas pourquoi j'ai été si horrible. Elle m'a supplié, peur du jugement de ses parents, lâcheté. Demandait une seconde chance, de l'aide pour sa famille. J'ai écouté, vu la vraie douleur, chute de la princesse. Mais mon cœur pour elle avait disparu. Clémence, tu ne m'as pas perdu à cause de tes parents. Tu m'as perdu quand tu as ri de mon père. Quand tu as choisi ton prestige plutôt que l'homme qui t'aimait. Je peux te le rendre, Hugo. Tu as besoin de moi. Je n'ai besoin de rien de toi, Clémence.
J'ai mon respect et mon père. La meilleure chose que tu puisses faire est de partir et ne jamais revenir. Je me souviens clairement du basculement. Rage explosant, bouquet jeté, mariage annulé. Tout le monde pensait que j'étais fou. Mais c'était le bon choix. Le respect filial, c'est protéger sa famille à tout prix. Papa a tout sacrifié. M'élevant seul, se tuant au travail, m'apprenant la décence. Il voulait juste mon bonheur. Je l'ai récompensé en le choisissant plutôt que le prestige des Dufour. Aujourd'hui, je gère l'empire. J'aurais pu poursuivre les Dufour plus loin, mais j'ai choisi de construire, sauver l'entreprise, protéger des emplois, être transparent. Le succès, c'est se regarder dans le miroir et voir toujours l'Hugo gentil, non corrompu. Papa me rappelle, le pouvoir est une arme à double tranchant. La plus grande vengeance n'est pas de faire souffrir. C'est de construire une vie si heureuse qu'ils doivent baisser les yeux quand ton nom est mentionné. Je n'ai pas besoin de voir les Dufour souffrir. Juste bien vivre avec papa, diriger une entreprise prospère et les laisser entendre Moreau Fields et le regretter. Vengeance raffinée. Les mois au lac m'ont montré que la chose la plus précieuse gagnée n'était ni la corporation ni la richesse. C'étaient les moments calmes au dîner. Repas simple de légumes du jardin et poissons du lac. Rire. Simple, mais meilleur que n'importe quel banquet chic, dit papa. Mon conseil, ne craignez pas de perdre ce qui n'a jamais été à vous. Craignez de perdre votre respect en vous accrochant à ce que vous ne méritez pas. Je me tiens sur la véranda, regardant le coucher de soleil sur le lac. Chaque perte, bataille, cicatrice. Mon voyage ne s'est pas terminé avec la vengeance. Il a commencé par une nouvelle vie, libre, plus obscurcie par l'ombre de personnes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un j'aime, écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'histoires à venir. Ce n'est pas la fin de Mon, ce n'est que le début de quelque chose de mieux.